l'annonce de son retour d'exil a été précédée de ce fait. Le GPS, le mouvement de Guillaume Soro, avait annoncé qu'il y avait une tentative d'exfiltration de son leader en Turquie. Que s'était-il exactement passé? On ne saurait dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que c'est une pratique à laquelle est habitué Guillaume Soro. Ça s'était déjà passé en Espagne, où dans un hôtel, il a fait savoir que les militaires, les policiers espagnols sont venus l'arrêter, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu confirmation ni infirmation. Mais je crois que ça relevait de la stratégie de communication, se remettre en scène et mener à bien sa stratégie qui était de regagner rapidement le continent africain. D'ailleurs, il dit, je compte mettre fin à mon exil. Il ne dit pas, j'ai mis fin à mon exil. Alors que cette déclaration, il ne l'avait pas faite en Turquie. Donc pour vous, c'est un petit film. Non. Je ne suis pas de son avis, parce que enlever les opposants aussi est une pratique très propre à Ouattara. Pendant qu'il a raté Guillaume Soro à Istanbul comme lot de consolation, il a fait enlever un petit activiste en Mauritanie, qu'on a amené pieds et poings liés à Abidjan dans un avion, sauf si ce que nous avons vu est faux. Donc Ouattara, à mon avis, puisqu'on a envoyé des gens dont les photos ont circulé sur les médias, ils n'ont jamais démenti. Quand un ministre prend la parole concernant ce sujet, il essaie de banaliser. Non, la politique, ça ne se passe pas comme ça. Si ce qu'il dit est faux, il faut lui prouver que ce qu'il dit est faux. Il ne faut pas dire non, dans tous les cas, il est ici chez lui, il n'a qu'à revenir quand il veut. Il n'a qu'à revenir quand il veut. Pourquoi il était parti? C'est parce que son avion ne pouvait pas atterrir. Mais est-ce qu'on peut envoyer un commando de Côte d'Ivoire, aller pas dans n'importe quel pays, hein, c'est le pays de Erdogan? Non, oui, sur ce point, oui. Je voulais dire qu'en fait, si réellement Ouattara voulait le prendre, il y a mille et une façons de le faire. Il peut se retrouver dans un carton de macaroni, comme on met l'argent aujourd'hui, et il se retrouve à Abidjan. Et très sérieusement, parce que quand Soro était en France, je ne vois pas qu'est-ce qui empêchait le président Ouattara de dire à Macron, écoute, donne-moi ce monsieur, j'ai besoin de lui. Peut-être qu'on me dira que le temps n'était pas trop favorable, mais croyez-moi, avec la situation au Niger, si c'était aujourd'hui, si Guillaume Soro se retrouvait en France, vous pouvez tout faire, il reviendrait à Abidjan. Vous pouviez choisir un autre exemple, un carton de macaroni quand même. Un carton de découdeur niveau. Ça vous amuse, mais c'est sérieux. Il sait de quoi il parle. Donc, c'est pas mon cas. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, si lui sait de quoi il parle, bon, tant mieux. Bon, écoutez, laissons les choses. La question, c'est Guillaume Soro revient, n'est-ce pas? Et c'est quoi la suite? Moi, je crois que le retour de Guillaume Soro peut être une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Parce que si Ouattara prend sur lui son titre d'aîné, son titre de leader ivoirien et leader sous-régional, il peut chercher un point d'entente avec Soro. Mais tous les petits rigolos et parvenus qui l'entourent, vous savez, les pouvoirs, ils fonctionnent de la même manière. Dès que vous vous entourez de farceurs, de parvenus, des militants de la 25e heure, ils n'ont de cesse que de saboter les gens avec qui tu étais au début. Parce que ils n'ont pas d'argument pour être avec le président. Il faut bien qu'on casse, qu'on salisse celui qui a des arguments pour être avec le président. Donc, il faut que Ouattara dépasse ces militants de la 25e heure et se disent, bon, Soro, il est un peu fou, il est pressé d'avoir le pouvoir, mais on peut s'entendre pour éviter qu'il y ait encore des grincements dedans en Côte d'Ivoire. Parce que quand nous parlons, les gens oublient que la Côte d'Ivoire, c'est l'épicentre de l'Afrique occidentale française, si je peux l'appeler ainsi. Francophone. Je ne parle plus de CEDEAO qui est un machin tellement nuisible que rien que dire le nom de la CEDEAO, c'est un péché passible d'inquisition. Donc, je ne parle pas de la... Mais quand même, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Ouattara, un grand président, mais il n'a qu'à sortir par la porte du dialogue. Il ne faut pas qu'il se mette dans une situation où, en Afrique de l'Ouest, si quelqu'un dit on veut la paix, on veut le dialogue, c'est lui qui l'appelle pour le menacer. C'est indigne de son rang. Donc moi je dis ceci. Guillaume Soro est au Niger, Ouattara,
il est le chef à Abidjan, il peut trouver la formule pour que Guillaume Soro revienne mais tranquillement au pays. Oui, mais c'est un chapitre sur lequel nous allons revenir. Je voudrais qu'on analyse l'accueil qui a été réservé à l'ancien Premier ministre ivoirien au Niger, puis au Burkina Faso. Un accueil, on va dire, triomphal, à bras ouverts, avec tapis rouge, assis aux côtés des deux présidents, accueilli comme une autre personnalité, en tout cas une personnalité haute qu'il est. Alors, est-ce que comment on peut analyser, comment on peut interpréter cet accueil? Est-ce que c'est une défiance à l'égard du régime d'Abidjan, un règlement de compte, une provocation, défiance, provocation? Moi, je veux juste rester dans le schéma de la diplomatie où il y a parallélisme de forme. Parce que quand vous analysez un peu les choses, à Abidjan, on n'a jamais eu donné de la considération au régime actuellement en place au Niger. Et ça dit qu'on les traite d'une manière de sorte que, mais écoutez, et ils se disent, de toutes les façons, quelle que soit la manière dont vous nous traitez, nous sommes un régime en place, nous sommes dans un pays, nous sommes libres de recevoir qui on veut, que ça vous plaise ou pas, nous sommes libres de le faire. Et de surcroît, un gars qui vous est très très cher, que vous recherchez activement, nous lui déroulons le tapis rouge, et maintenant on verra ce que vous allez faire. Et donc c'est aussi en même temps une situation de réciprocité, mais en même temps ça a l'air de marchandage. Parce que, je l'avais dit quelque part, c'est vrai que Guillaume Soro est au Niger, mais rien ne nous dit que c'est au Niger qu'il va s'installer définitivement. Parce que quand vous voyez, le Niger est encore un peu loin de la Côte d'Ivoire, et il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, où s'il y a des intentions, s'il y a des velléités, sont des coins les plus indiqués, où il peut rester au Niger et installer ses états-majors dans ces deux États, on ne sait jamais. Il faut dire que Ibrahim Traoré, tout comme Tiani, tout comme Goïta, ont toutes les raisons d'accueillir Guillaume Soro sur le tapis rouge, sinon même un tapis d'or. Mais pourquoi? Mais c'est Ouattara qui centralise tout ce qui conteste ces régimes. Les Boubou Sissé, au début des affaires du Mali, qui insultaient leur pays, qui parlaient de leur pays comme d'un dépotoir. D'où ils parlaient? De chez Ouattara. De la Côte d'Ivoire. Le petit de IB, le fils de Boubacar Keïta, qui a raflé tous les milliards destinés à acheter de l'armement pour l'armée malienne, mais il est accueilli comme un prince à Abidjan. Maintenant, là, il y a un autre plaisantin qui s'était proclamé président même du Mali. Oui, il y a des plaisantins. Si toi, Ouattara, tu autorises qu'on vienne humilier d'autres pays chez toi, un jour, il y aura le retour du bâton. Récemment, dans l'histoire de coup d'État au Burkina Faso, mais tous les putschistes qui ont échappé allaient où? En Côte d'Ivoire. Donc, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens n'ont pas pour vocation de recevoir les ennemis de leurs voisins. Mais comme leurs voisins sont devenus collectionneurs de leurs ennemis, une fois qu'ils en trouvent un ennemi de ce voisin collectionneur d'ennemis, mais ils le prennent avec tous les respects pour lui dire, mais attention, nous aussi on a ici un fer au feu contre toi. Mais je ne crois pas que ni Tiani, ni Traoré, ni Goïta ne veut utiliser Guillaume Soro contre Ouattara, non. Mais Ouattara, c'est ce que semble dire votre développement. Non, Ouattara a fait tellement et continue de faire tellement de malheur à ces pays. UEMOA, c'est lui. CEDEAO, c'est lui. Allez attaquer, c'est lui. J'ai dit ici, vous vous rappelez, je l'ai dit déjà 2 fois que pendant que Ouattara peaufine des plans de déstabilisation des pays voisins, qui lui dit que ces pays voisins n'ont pas un moyen de le déstabiliser. Quand tu as plus de 500 km de frontière avec un pays, fais attention. Avec le Mali, qui a plus de 500 km, avec le Burkina, autant. Mais il poussait le vieux Tinubu, qui a 1500 km avec le Niger, d'aller attaquer. Aucune armée de la CEDEAO ne peut tenir un front de 1500 km. En Ukraine, avec la Russie, le front il doit être autour de 800-900 km.
Et pourtant, c'est des puissances militaires. Il y a la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Mais le front n'est pas facile à tenir. Alors, quand tu vois ici des gens qui n'ont même pas de bicyclette pour aller au front, qui te disent qu'ils vont tenir un front de 1500 km, tu vois qu'on est dans la farce. Et cette farce, les Ivoiriens n'en ont pas tenu compte. Regarde leur frontière avec le Mali, regarde avec le Burkina. Si tu es un dirigeant intelligent et prévoyant, mais il faut éviter de leur faire des problèmes. Même si aujourd'hui ils sont les plus faibles, tu peux les piétiner, tu peux faire kidnapper leur argent à lieu moins, tu peux faire tout ça. Mais et plus tu le fais, plus tu les énerves contre toi. Ils gagnent quoi à énerver Burkinabés, Maliens et Nigériens contre la Côte d'Ivoire où les populations, les peuples de ces pays vivent à l'aise. La Côte d'Ivoire a été toujours le pays d'accueil. Alors pourquoi brusquement le dirigeant de ce pays devient un épouvantail pour les trois pays? Toi seul, tu peux faire quoi contre toi? Hein? Comme dirait l'autre dans c'est quoi, Horace. Mais que vouliez-vous qu'il fît seul contre trois? Et l'autre répondit, mais qu'il mourut. Alors maintenant, il est seul contre trois. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais tout ça, c'est dangereux. Cet hébergement croisé de rebelles entre ces différents pays, franchement, est-ce que ça ne cache pas, est-ce que ça ne couvre pas une explosion après? Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure pour dire qu'en fait, c'est pas un message seulement à l'endroit de Ouattara, mais c'est à l'endroit de la CEDEAO, de toute la communauté ouest africaine. Et quand vous écoutez les propos de Soro, il envoie une pique. Il dit voilà, me voilà en paix, en toute liberté, dans un pays où les dirigeants sont des militaires. Donc, ces gens que vous ne voulez pas. Mais voilà, ces gens-là sont ceux-là qui respectent les droits de l'homme. Autrement dit, qu'est-ce que je voulais dire concrètement? C'est que, au niveau de la CEDEAO, il faut qu'ils lisent les choses. Il faut aller avec anticipation. Mais aujourd'hui, on a parlé des frontières. Vous prenez la ville de Korogo. Korogo abrite la Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des sites choisis. Imaginez quelques pétards au mois de décembre. Pensez-vous que cette Coupe d'Afrique des Nations aura lieu comme il se doit? Je ne pense pas. Mais parallèlement aussi, il ne va rien dire que l'objectif de Soro, c'est de perturber la grande fête que Ouattara a promis à ses concitoyens de la Côte d'Ivoire. C'est comme si Soro et moi s'étaient entendus, mais c'est ce que je lis dans la tête de Soro. Et ce n'est pas exclu. Mais aujourd'hui, la CEDEAO doit anticiper. En quoi faisant concrètement? Lever les embargos contre le Niger, et ça va créer un soulagement pour les autorités nigériennes et amener à de meilleurs sentiments. Je crois que c'est très très important. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, Soro a déclenché et il a déclaré qu'il sera candidat en 2025. C'est le point d'achoppement, c'est le seul problème qu'il faut régler pour amener Ouattara à de meilleurs sentiments. Mais tant qu'on ne le règle pas, on ne pourra pas s'en sortir. Et je ne vois personne dans le contexte actuel en train de travailler pour cela. Mais plutôt, on le galvanise à aller parce que Ouattara n'a jamais aidé la situation au niveau du Liptako. Soro